Bonsoir, voici les titres de l'actualité de ce jeudi 27 avril. Pour la première fois, grâce à une thérapie génique, un grave déficit immunitaire qui obligeait des bébés à vivre dans une bulle a été corrigé. Les bébés sont sortis, ils vont bien. Nous en parlerons avec le professeur Alain Fischer. Erika, tandis que l'enquête judiciaire sur les conditions du naufrage du pétrolier Erika s'élargit, une équipe de France 2 avec Patrick Fandiou a pu rencontrer en exclusivité le propriétaire de l'Erika. L'un des plus puissants chefs d'entreprise français, Jean-Luc Lagardère, comparaissait aujourd'hui en correctionnel pour abus de biens sociaux. À la veille du 11e congrès du Front National de Jean-Marie Le Pen, enquête chez des militants désenchantés. Et puis du football, après une victoire à l'arraché hier soir sur la Slovénie, le sélectionneur Roger Lemaire doit maintenant composer la liste des 22 sélectionnés pour le championnat d'Europe. Alors pour France 2, la chaîne du Téléthon, c'est évidemment un vrai grand plaisir que de l'annoncer. La thérapie génique, ça marche. Un premier succès mondial, apporte en effet la preuve de l'efficacité de ce nouveau mode de traitement. Et ce sont des bébés qui en profitent. Ils étaient atteints d'un grave déficit immunitaire héréditaire. Ils étaient a priori condamnés à vivre dans une bulle stérile pour éviter les microbes. La thérapie génique, mise au point par le professeur Alain Fischer et son équipe à l'hôpital Necker à Paris, leur a permis de rompre cet enfermement. Explication avec Jean-Daniel Fezakier et Michel Levasseur. C'était en novembre dernier et Wilco, le petit Hollandais, n'avait vu de Paris que cette bulle à l'hôpital Necker. Wilco n'avait aucune défense naturelle. Chaque germe ou parasite était une menace pour son existence, tout cela à cause d'une anomalie génétique. À l'état normal, en effet, dans notre moelle osseuse, existent des cellules dites précurseurs. Ce sont en quelque sorte des entraîneurs de boxe. Elles stimulent les cellules de défense qu'on appelle les lymphocytes pour qu'elles reconnaissent, attaquent et tuent les microbes. Mais chez Wilco, il manquait un gène. Et l'entraîneur ne pouvait pas faire travailler les lymphocytes. À chaque fois, ce sont les microbes qui gagnaient le combat. Alors l'équipe d'Alain Fischer a décidé de réparer l'erreur de la nature. Les chercheurs ont prélevé de la moelle osseuse chez Wilco et chez 4 autres enfants. Ils ont mis en culture les cellules présentes dans cette moelle avec des virus, transformés en livreurs. Et ces virus sont allés déposer dans les cellules précurseurs le gène manquant. Il ne restait plus qu'à espérer que l'entraîneur puisse se réveiller et stimuler les lymphocytes. 15 jours après l'opération de Wilco, pour le Téléthon 99, Jan Burkin est allé rencontrer Alain Fischer. Mais cet enfant qu'on va voir, il va sortir de cet hôpital en combien de temps? Si les choses se passent bien, au bout de quelques mois, on verra, il pourra peut-être sortir de la bulle. Et Wilco est sorti comme les 4 autres enfants. Et avec un an de recul, pour 2 d'entre eux, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste. On peut dire que ces 2 enfants sont à la maison, ils jouent avec les autres enfants, ils conduisent une vie strictement normale, sauf pour le fait que de temps en temps, ils sont encore obligés de venir nous voir à l'hôpital Necker pour s'assurer qu'il y a une suite positive de ces événements. 5 petits prisonniers ont déjà réussi à échapper à la bulle et l'histoire ne va sans doute pas s'arrêter là. Bonsoir professeur Fischer et bravo. Merci. Hein D'ailleurs, Jacques Chirac a salué lui-même, président de la République, a salué le premier succès de la thérapie génique. Il parle d'un immense espoir pour le présent et l'avenir, ce sentiment d'admiration, de reconnaissance auquel il associe l'INSERM et l'Association française contre les myopathies. Alors d'abord, comment vont les 5 bébés? Écoutez, 4 d'entre eux vont vraiment très bien. 3 d'entre eux d'ailleurs ont un recul suffisant pour avoir regagné leur domicile, vivre une vie normale auprès de leurs parents. Un a été traité encore relativement récemment, donc c'est trop tôt pour se prononcer complètement, même si les résultats sont prometteurs. Pour un 5e, les choses sont un petit peu moins nettes. Il est encore hospitalisé et nous devons attendre pour savoir ce qui va se passer. Alors, Jean-Daniel Fezakier, il faisait allusion à propos de vaccination. Ils peuvent être vaccinés, ils auront la même croissance, il n'y aura pas de conséquences? Jusqu'à présent, ça se passe bien. Leur croissance est normale. Il y en a même un qui est un champion de la croissance, ce qui n'a rien à voir avec son traitement, mais qui est plutôt en avance pour son âge. Et il n'y a aucune raison que leur croissance ou leur développement soit perturbé tant que l'effet du traitement persiste. Est-ce qu'il y a d'autres thérapies en cours pour d'autres bébés? Avec cette maladie, non. Nous avons terminé avec ces 5 patients un premier essai pour faire une première évaluation de ce que ce type de traitement pouvait faire. Naturellement, compte tenu des résultats positifs, nous envisageons maintenant d'entreprendre un traitement d'une nouvelle série de patients que nous espérons conduire dans les prochaines semaines. Pour et au cours de l'année prochaine. Maladie? Non, pour l'instant, pour la même maladie. C'est important de conforter ces résultats par l'évaluation chez d'autres patients. Mais naturellement, nous travaillons, mais d'autres équipes de par le monde, travaillons à la mise au point de traitements analogues pour des maladies voisines. D'autres déficiences graves du système immunitaire ont les mêmes conséquences
Et il y a des raisons d'espérer qu'à peu près les mêmes procédés thérapeutiques seront également efficaces. Donc nous y travaillons. Est-ce que ce sont des traitements définitifs ou est-ce qu'à un moment donné, il faudra recommencer? C'est une question très importante car il ne faut pas susciter d'espoir qui serait illégitime. Nous savons donc qu'au bout d'un an, le traitement peut être efficace et corriger complètement la maladie du système immunitaire, de telle façon que les enfants se défendent bien contre toute forme d'infection. Mais nous ne savons pas pour combien de temps cet effet sera obtenu. Il est possible, il y a même des raisons scientifiquement déterminées, de penser qu'au bout d'un certain temps, 2 mois ou des années ou des dizaines d'années, ce serait mieux des dizaines d'années, l'effet s'épuise et qu'il faille envisager à nouveau de traiter ces patients. Ça implique qu'ils soient surveillés, les familles sont au courant, elles participent pleinement de façon formidable. C'est l'occasion de leur rendre hommage à cet essai, à ces premiers essais de traitement pour ce type de maladie. Mais on ne peut certainement pas conclure aujourd'hui à ce que l'effet observé actuellement soit définitif. Est-ce que la technique que vous avez utilisée, on peut l'imaginer pour donner des ordres à d'autres cellules de défense dans d'autres maladies, je pense rhumatisme, affection thyroïdienne ou autre? Alors ça, c'est un peu plus compliqué. C'est clair que si on cible les cellules du système immunitaire, on peut imaginer à terme, mais vraiment à terme, de traiter d'autres maladies, notamment auto-immunes ou rhumatismales. Vous évoquez des maladies des articulations. Il faudra du temps. Les problèmes posés sont beaucoup plus complexes. Ce que nous pouvons faire dans une certaine mesure aujourd'hui, dans une situation très privilégiée en fait, ne peut pas s'appliquer demain, en tous les cas immédiatement, à beaucoup d'autres pathologies. Il faut rester prudent sur ce plan. Néanmoins, à travers ces résultats et puis des progrès à venir de plein de gens, la recherche bat son plein partout. Enfin, partout, pas partout, mais un certain nombre d'endroits par le monde. On peut espérer que des progrès viendront, mais il faudra du temps. Mais grâce à vous, grâce à votre équipe à Necker, il y a un immense espoir dans le monde. La publication dans Science va certainement attiser encore la concurrence, non? La concurrence est saine dans ce cadre. C'est clair que c'est un message positif pour la thérapie génique qui a un peu souffert ces derniers temps d'un certain nombre de mauvaises passes ou de choses un peu désagréables qui se sont passées. C'est un message d'espoir, mais en même temps, il faut le placer dans sa juste perspective. C'est-à-dire que ce qui a été obtenu, c'est la correction complète des anomalies observées dans une maladie donnée au bout d'un an. Transposer ça dans le temps, comme on l'a vu tout à l'heure, ou transposer ça à d'autres maladies, nécessite temps, travail et prudence. Alors, on va le faire ensemble parce qu'on a été souvent partenaires sur le Téléthon. C'est grâce à l'argent du Téléthon, en grande partie. Alors, et il faut saluer les donateurs, votre équipe, l'AFM, un peu tout. Il y a beaucoup de gens qui méritent d'être salués. Je ne veux pas être trop long, mais c'est clair que c'est un travail d'équipe. Beaucoup de gens ont participé. Je vais au moins citer le nom de Marina Cavazzana-Calvo, qui a été absolument, qu'on a entendu tout à l'heure, qui a été absolument clé dans la réalisation de cet essai clinique et des recherches pendant 7 ans qui ont précédé le début des travaux. Ces travaux ont été faits avec l'aide de nombreux partenaires. Alors vous avez cité l'AFM et le Téléthon a largement contribué à toutes les phases et en particulier dans la phase thérapeutique. Mais il faut aussi y associer les fonds de recherche publics, en particulier l'INSERM, mais aussi l'assistance publique des hôpitaux de Paris, l'université, enfin notre cadre de travail de tous les jours, l'hôpital, l'université, l'INSERM, tous contribuent. Et avec l'AFM, donc nous avons besoin de tous pour avancer. Merci beaucoup et bravo encore. Merci. Le conflit engagé par les internes des hôpitaux pour obtenir une revalorisation de leur salaire, mais aussi une amélioration des conditions de l'exercice de leur métier, est peut-être en passe de s'achever. Un texte a été élaboré hier soir tard avec les conseillers de Martine Aubry au ministère de la Solidarité. Et dans les 25 CHU en grève en France, des assemblées générales doivent se prononcer dans la soirée sur ce texte. Reportage Émilie Lançon, François Privat et Philippe Ritten à Poitiers. Une salle de garde pour des corps et dans le rôle du défenseur du protocole d'accord, un délégué syndical. Des internes et des résidents, c'est évident que le repos de sécurité ne peut pas être mis en place comme ça, parce qu'il faut plus de monde, l'organisation est importante, et demande un délai de 3 ans. De l'autre, des internes pour la plupart pas franchement convaincus. Si on parle du repos de sécurité, on voit bien que ça ne pourra être appliqué que grâce à des créations de postes. Enfin, j'ai quand même le sentiment qu'il faut parler plus sérieusement, si ce n'est en chiffres, d'avoir une promesse ou des propositions sur des créations à l'hôpital. Finalement, la grève est reconduite à une large majorité. Cela vaut bien une petite photo dans le journal. Réunion privée entre internes à Clamart. Ici, on se pose les mêmes questions qu'à Poitiers. Hier, les internes ont obtenu la promesse d'un repos compensateur après 24 heures de garde, le paiement des heures effectuées le week-end et une petite augmentation de leur rémunération. Aucun engagement écrit cependant, alors certains internes veulent maintenir la pression. Les textes sont trop flous et ne nous permettent pas de nous garantir en fait la certitude de l'obtention des points qui ont été soulevés. Si on est obligé de faire la grève des soins des malades
On la fera, pas de gaieté de cœur, mais on la fera pour obtenir gain de cause. Bons points et mauvais points continueront à être distribués ce soir et demain. Les internes doivent en effet se prononcer en assemblée générale sur le protocole d'accord qui leur est proposé. En attendant, la grève se poursuit un peu partout dans la confusion. Concernant la réforme des lycées, la méthode Jack Lang se démarque de celle de son prédécesseur. Le nouveau ministre de l'Éducation veut aider, dit-il, les professeurs à reconquérir la fierté d'eux-mêmes. Et s'il maintient certaines mesures prises par Claude Allègre, parmi les innovations pédagogiques, il renonce en revanche à réduire les emplois du temps des élèves, annonce de nouveaux crédits et renforce l'enseignement littéraire. Reportage d'Abélia Tabouri avec Joseph Bachtik. Avec Jack Lang, rien ne se perd, tout se transforme. Après un mois de consultation tous azimuts, loin d'enterrer la réforme de son prédécesseur, le ministre de l'Éducation veut au contraire garder l'esprit du projet Allègre. Il y reprend d'ailleurs 2 mesures phares. L'aide individualisée en classe de seconde, mise en place il y a un an, elle est maintenue pour la prochaine rentrée. Les travaux personnels encadrés, en expérimentation depuis cette année dans 200 établissements, ils seront généralisés en janvier 2001. Des mesures que les tenants des réformes ont accueillies favorablement. Nous avions demandé un différé dans la mise en place des TPE en même temps qu'une généralisation. Donc nous avons satisfaction sur les 2 points, comme nous avons satisfaction sur la pérennisation de l'aide individualisée, qui sont les 2 points durs de la réforme des lycées sur lesquels nous étions, avec d'autres, mobilisés. La réforme de Claude Allègre avait été sévèrement critiquée, soupçonnée de vouloir alléger les programmes. Son successeur veut rassurer professeurs et parents et renforce donc l'enseignement des matières littéraires et des langues étrangères en première et en terminale. Dès la rentrée, une demi-heure hebdomadaire de français et de mathématiques seront également ajoutées au programme de seconde, une mesure en direction du SNES, principal syndicat à s'opposer à la réforme Allègre. Certaines disciplines qui étaient très menacées, comme les langues anciennes, les langues régionales, certaines langues à faible diffusion vont retrouver de la vie et c'est positif. Les enseignements artistiques aussi sans doute, mais on n'a pas encore franchi toutes les étapes. Claude Allègre s'était mis les enseignants à dos. Jack Lang veut se les mettre dans la poche en attendant le vote du budget 2001 dans lequel, promet-il, seront prévues des créations de postes. Le parquet de Paris vient de délivrer un réquisitoire supplétif dans l'enquête judiciaire sur le pétrolier Erika. Cette enquête pourrait viser la société Rina qui avait contrôlé le navire avant le naufrage. Pour France 2, Patrick Fandiot et Guillaume Fautra à Londres viennent de rencontrer le propriétaire de l'Erika. Dans cette interview, une première exclusivité, celui-ci, entouré d'avocats, paraît très embarrassé devant l'ampleur du désastre et affirme avoir demandé des contrôles préalables. Il a fini par tolérer la présence de la caméra. Voici donc à quoi ressemble le propriétaire de l'Erika, un jeune homme d'affaires italien. Il a 35 ans et vit à Londres. Il aurait préféré rester un petit armateur discret, mais le naufrage du bateau a changé sa vie. Ça a été une expérience très dramatique. Pour moi, perdre un navire, ce fut un choc très personnel. Je suis très touché, très peiné par toute cette pollution en France. Des regrets et de l'amertume. L'homme se dit ruiné. Sa spécialité, son business comme on dit ici, c'est le rachat et la gestion de vieux pétroliers. Au large du port militaire d'Augusta en Sicile, nous avons retrouvé il y a quelques semaines un bateau appartenant à Giuseppe Savarese. Le Maria S est bloqué par les autorités italiennes depuis 4 mois. Même pavillon, même âge que l'Erika et là aussi un équipage indien. Il est en grève car le capitaine et ses 30 marins réclament plusieurs centaines de milliers de dollars d'arriérés de salaire à M. Savarese. Il doit payer pour ça, non seulement pour le travail que nous avons fait, mais aussi pour l'agonie mentale qu'il nous a infligée. Il doit payer pour ça. Les marins du Maria S ne se font pas d'illusions. Ils savent bien que M. Savarese est un homme endetté, presque insolvable, tout occupé à la préparation de sa défense dans le dossier de l'Erika. Chez son avocat, il nous montre tous les certificats de contrôle du navire. Tous sont en règle. Je n'arrive pas à comprendre. S'il y avait des défauts aussi importants, personne ne l'a remarqué. Donc, je pense que c'était un accident. Un accident. Je ne suis pas en position de vous dire pourquoi. Mais c'est sans doute pas à cause de la corrosion. Je pense qu'il y a eu une multitude de facteurs. Le propriétaire de l'Erika dit attendre avec sérénité les conclusions des enquêtes sur les causes du naufrage.
Demain, ici à Londres, Giuseppe Savares sera interrogé par 25 avocats et experts français. Le propriétaire de l'Erika a déjà rodé sa défense. Si quelqu'un est responsable du naufrage, ce n'est certainement pas lui. Enquête de Patrick Fandiot et Guillaume Fautra. La Société nationale Corse-Méditerranée SNCM a annulé toutes ses traversées entre la Corse et le continent aujourd'hui. Annulation forcée en raison d'une grève du personnel de la compagnie maritime publique qui veut faire pression sur l'Assemblée de Corse car celle-ci examine en ce moment même le cahier des charges de la desserte maritime de l'île. Reportage Jean-Bernard Schmitt et Christian Leroux. Surtout, rallier le plus de monde possible à la cause. La cause, c'est la défense d'un service public que les marins assurant les liaisons Corse-Continent estiment menacé. 2 jours de grève à la SNCM, la Société nationale Corse-Méditerranée. Une mobilisation pour faire pression sur les élus de l'île qui commencent à débattre des subventions au transport maritime. Car depuis 25 ans, pour pallier les handicaps de l'insularité, une aide financière soutient les liaisons avec le continent. Jusqu'à présent, seule la SNCM en a bénéficié. Aujourd'hui, tout doit être renégocié et cette fois-ci, il y a des compagnies concurrentes sur la ligne de départ. L'ouverture à la concurrence a toujours été gênante partout dans le monde et qu'il s'agisse à Paris, à Rome, à Moscou, à Tokyo, je crois que la concurrence, ça donne quelques difficultés à ceux qui perdent la compétition. Celle qui ne voudrait surtout pas perdre, c'est la SNCM, la compagnie publique dont les bateaux sont aujourd'hui bloqués à quai. Longtemps en situation de quasi-monopole, elle est accusée d'être lourde à gérer. Les dirigeants estiment surtout ne pas avoir les mêmes contraintes que les autres. Nous desservons la Corse toute l'année, tous les jours. Nous la desservons avec un pavillon français qui ne bénéficie pas des mêmes aides que les pavillons concurrents. Et nous la desservons avec des navires modernes. Principale rivale de la SNCM, la compagnie Corsica Ferries. Sur le marché depuis 1996, elle réclame aujourd'hui sa part des subventions qui ont atteint l'an dernier plus de 710 millions de francs. On a donné plus d'argent que ce qui était nécessaire pour assurer les obligations de service public. Et cette différence peut permettre à celui qui détient cet argent de fausser le jeu de la concurrence. En décembre dernier, le débat sur les subventions aériennes avait été particulièrement houleux. Les élus entendent que les choses se passent plus calmement, cette fois-ci. La Banque centrale européenne a augmenté son taux directeur d'un quart de point à 3,75%, mais cela n'a pas empêché l'euro de continuer sa plongée sous les 0,91 $ ce soir. Jean-Luc Lagardère devant le tribunal correctionnel de Paris, celui qui co-dirigera bientôt la 3e entreprise mondiale de défense et d'aéronautique, est prévenu d'abus de biens sociaux. Il lui a reproché un système compliqué de rémunération illicite. Explication et compte rendu d'audience avec Dominique Verdeillan et Éric Delagneau. Il n'est pas agréable de se retrouver ici, concède Jean-Luc Lagardère. Le chef d'entreprise est un habitué des conseils d'administration, pas des audiences correctionnelles. À ses côtés, son staff, son bras droit, le PDG d'Airbus, mais aussi son fils, Arnaud, sont venus le soutenir. Ces ennuis judiciaires, Jean-Luc Lagardère les doit à un homme, Alain Génito. Depuis plusieurs années, ce petit actionnaire se fait une spécialité de lancer des procédures contre différents chefs d'entreprise. Technologie, espace, défense, communication, la galaxie Lagardère est-elle entachée de vices de forme. PDG d'Hachette, Jean-Luc Lagardère est actionnaire à hauteur de 3,2%. PDG de Matra, il est actionnaire à hauteur de 4,2%. En 88, il crée une société de gestion, Argile. Il en détient 82%, son fils ayant les 18 autres. Durant 4 ans, Hachette et Matra vont verser 0,2% de leur chiffre d'affaires. En échange, Argile va prendre en charge les salaires, les charges sociales et les frais divers d'une quinzaine de cadres. Quand on met un genou à terre... Synergie, stratégie de management d'un côté, abus de biens sociaux, rémunération occulte de l'autre. Jamais dans une audience le fossé entre le monde de la finance et la justice n'aura paru aussi grand. Je ne suis ni un juriste ni un financier, dit Jean-Luc Lagardère, mais un ingénieur. Mon but est de gérer proprement des sociétés tout en réalisant des bénéfices. L'infraction est bien réalisée, M. Lagardère en était bien conscient, assène le procureur, qui dévoilera demain après-midi ses réquisitions. La présidente RPR du Conseil régional de la Guadeloupe, Lucette Michaud-Chevreilly, mise en examen pour favoritisme et détournement de fonds publics. Il s'agit d'une enquête sur des pots de vin qui auraient été versés lors de la passation de marchés publics concernant la réfection des lycées en Guadeloupe.
L'un des chefs nationalistes corses, Charles-Joseph Pierre, y comparaît jusqu'à demain pour association de malfaiteurs en vue d'actes de terrorisme devant le tribunal correctionnel de Paris. Il y a 5 autres prévenus avec lui. Charles Pierry avait été arrêté en septembre 1998. Il est l'ancien secrétaire national d'Aconculta, ce que l'on appelait la vitrine du FLNC Canal Historique. On avait trouvé chez lui une très importante cache d'armes. Agnès Varamian et Bernie Mériot étaient à l'audience. Ce qu'il reste de la Conculta est monté à Paris. Une vingtaine tout au plus de militants venus écouter leur ancien leader, Charles Pierry, qui pour la première fois depuis son arrestation consent à s'expliquer. Il y a 1 an et demi, les policiers l'interpellent sans conviction dans une affaire de meurtre. Mais c'est leur jour de chance, ils trouvent à son domicile un arsenal. 11 pistolets, 2 fusils d'assaut, des cagoules, 70 bâtons de dynamite et des notes de repérage sur des bâtiments publics. À l'époque, Charles Pierry est secrétaire national de la Conculta, vitrine légale du FLNC. Que faisaient ces armes de guerre chez lui? Elles visaient, dit-il, à le protéger. Il avait autour de lui des gens qui étaient destinés à sa protection, sans que celui-ci n'ait d'ailleurs forcément un quelconque regard sur la manière dont il était protégé. Est-ce qu'on se défend avec de la dynamite? Peut-être qu'on ne se défend pas avec de la dynamite, mais est-ce qu'il a été informé que dans les sacs qu'on lui a donnés, il y avait de la dynamite? Charles Pierry fait valoir des menaces qu'il aurait reçues. En 1996, il avait bien été gravement blessé dans un attentat à la voiture piégée. Mais la présidente du tribunal s'étonne encore de la présence d'autant d'armes. Elle évoque alors ses liens avec le FLNC. Charles Pierry dément. À chaque question forcément gênante, Charles Pierry d'abord sourit, puis marmonne. Il fait mine de réfléchir, en fait gagne du temps. Et quand on lui demande si quelqu'un d'autre que le FLNC peut avoir apporté ses armes, eh bien là il est très embarrassé. Mais il ne se démonte pas, expliquant qu'avec ses activités le jour, eh bien il n'aurait tout simplement pas le temps d'être un activiste la nuit. En plein centre de Grenoble, vers 10 h ce matin, une attaque à main armée avec tirs de mitraillettes et de lance-roquettes a provoqué la mort d'un convoyeur de fonds. Celui-ci faisait partie de l'équipe d'un fourgon blindé de la société Transval qui venait de quitter la Banque de France grenobloise. Commentaire Thierry Curtet. Le commando était très déterminé. Il n'a pas hésité à ouvrir le feu en plein centre-ville. Le fourgon remontait une contre-allée à petite vitesse vers 10 h ce matin. Il revenait de la Banque de France lorsque 2 hommes masqués le bloquent. J'ai entendu 3 coups de feu, je me suis penché sur mon échafaudage, j'étais au premier étage. Et dès que je me suis penché, j'ai vu un monsieur habillé tout en bleu de travail, assez gros. Il maintenait une mitraillette, puis il avait un tube ici. Il tirait, il s'est rapproché du camion, il a tiré sur les vitres, tac, 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 tac. Il a tiré plusieurs fois, puis il a dit « Ouvre, fils de pute !» Et dès qu'il a dit, et puis il s'est mis sur le côté, il a dit « Tu veux pas ouvrir ?» Et là, il a changé son machin. Puis il y avait un autre gars qui était avec lui, un autre complice, qui était sur le côté, puis là, boum, boum, moi j'ai frappé chez les gens, je suis rentré, puis j'ai appelé la police, quoi. Les truands tirent 3 fois au lance-roquettes. Ils tuent un convoyeur, blessent les 2 autres et parviennent à s'enfuir à bord d'une R21 conduite par un 3e complice. C'est ce véhicule que les policiers retrouvent incendié dans un parking. La préfecture de l'Isère a ce soir constitué une cellule de crise. Dans le Gard, à La Roque-sur-Cèze, les sauveteurs ont repêché aujourd'hui le corps du plongeur qui avait tenté de secourir la petite fille de 6 ans, disparue dans la rivière la Cèze samedi dernier. L'enfant n'a toujours pas été retrouvé. Un accident spectaculaire à Calais où un car-ferry, l'Aquitaine, de la compagnie Transmanche Stena Line, a heurté un quai en accostant manifestement trop brutalement. 38 personnes ont été blessées légèrement. À Tunis, le journaliste et militant des droits de l'homme Taoufik Ben Brik, après avoir suspendu sa grève de la faim, a décidé de la reprendre. La surveillance policière autour de son domicile a pourtant été légèrement allégée, mais le journaliste réclame toujours ses droits fondamentaux, ceux d'aller et de venir, et ceux d'exercer librement son métier. Commentaire Jérôme Bonny. Messager d'urgence de Taoufik Ben Brik à l'Elysée, sa sœur Nadjet. C'est un message de Taoufik verbal, et il m'a dit ne le transmet qu'à M. Chirac. Finalement, elle ne rencontrera que l'un des collaborateurs du président. Il m'a dit M. Chirac est très sensible à l'affaire de Taoufik Ben Brik et on essaye de faire quelque chose pour Taoufik et M. Chirac suit de très près l'affaire de Taoufik Ben Brik. Hier, dès leur arrivée aux abords du domicile du gréviste de la faim, des journalistes françaises et une délégation de Reporters sans frontières sont brutalisés par la police. Le tournage est interrompu. Parmi les journalistes, Julia Fricatier, du journal La Croix, dont Ben Brik est le correspondant à Tunis. Je ne crois pas que ce soit un dérapage, nous ne croyons pas d'ailleurs, parce qu'il y avait des policiers très corrects et d'autres policiers qui étaient visiblement des casseurs.
et qui étaient là pour vraiment casser du matériel et violenter les personnes. Aujourd'hui, la police n'interdit plus l'accès à la maison de Ben Brik et sa ligne téléphonique a été rétablie. Mais le journaliste poursuit sa grève de la faim pour avoir des nouvelles de son frère arrêté hier. Jusqu'à aujourd'hui, mon frère Jalel, à qui on lui a cassé le nez, on ne sait pas où il est. J'ai une relation presque de jumeau avec lui. Je crèverai pour lui. Sous la pression de ses amis, Taoufik Ben Brik a accepté de continuer à prendre le minimum vital, un peu de lait et de tisane sucrée. En Iran, les 2 derniers grands journaux réformistes encore publiés, dont celui dirigé par le frère du président Khatami, ont été fermés aujourd'hui par les religieux conservateurs. Les réformistes se trouvent ainsi privés de voix à une semaine du 2e tour des élections qu'ils ont pourtant d'ores et déjà remporté. Moins de 7 mois après l'accident nucléaire au Japon, dans l'usine de Tokaimura, un 2e employé vient de décéder des suites d'une contamination à laquelle, il faut le rappeler, furent exposées plus de 400 personnes. À Tchernobyl, en Ukraine, 14 ans après l'explosion d'un des réacteurs, les environs immédiats de la centrale demeurent totalement interdits. Les plantes, le sol, l'eau, tout est radioactif. Le site est devenu un lieu d'expérimentation unique au monde pour essayer de comprendre l'évolution de l'environnement en de telles circonstances, mais aussi pour tenter d'établir des règles de prévention. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux à Tchernobyl, Louis Carzou, Philippe Turpot et André Navarro. 1 kilomètre à l'ouest de la centrale de Tchernobyl. C'était l'une des plus belles forêts d'Ukraine, jusqu'à l'accident. Cette zone s'est appelée par la suite la forêt rousse parce que les arbres ont commencé à roussir. La radioactivité augmente très rapidement. Et là, évidemment, il ne faut pas y rester très longtemps puisque, en l'espace d'une dizaine d'heures, on prendrait la limite de dose annuelle. Voilà. La forêt rousse, une centaine d'hectares littéralement soufflés par les radiations. 14 ans plus tard, un laboratoire unique pour Jean-Marc Pérez et Valérie Kasparov. Tous ces arbres ont été replantés depuis la catastrophe. Mais à la hauteur de leurs racines, toutes sortes de déchets contaminés ont été enterrés dans plus de 800 tranchées dont on ignore aujourd'hui le tracé exact. Seule certitude, cette zone recèle des taux très élevés de césium, de strontium et permet d'observer la lente migration des radioéléments dans la nature. Elle permet aussi de comprendre un grand nombre de phénomènes et ces phénomènes compris, on pourra prédire pour l'avenir un petit peu ce qu'il se passe dans d'autres zones qui sont un petit peu moins contaminées. Car en l'état actuel des connaissances, les chercheurs français et ukrainiens avouent leur impuissance devant cette contamination tellement forte que même une pomme de pin devient une menace. On ne pourra jamais revenir se promener ici. Les arbres qui poussent actuellement sur la tranchée ont exactement le même niveau de contamination que les arbres enfouis il y a 14 ans. Et le niveau de contamination est vraiment très élevé, à tel point que l'on se demande s'il ne vaudrait pas mieux tout arracher pour ne pas se retrouver avec une 2e forêt rousse. De fait, les rares vestiges de la forêt rousse continuent d'affoler les appareils de mesure, à tel point que Français et Ukrainiens ont renoncé à employer des appareils de pointe dans cette zone, trop coûteux car il faudrait les jeter. Aujourd'hui, leur principal souci est la contamination à travers les nappes phréatiques et les eaux de ruissellement de la rivière Pripyat, en bordure de la forêt, aujourd'hui et pour encore longtemps. Aux Philippines, un contact a été établi avec les rebelles islamistes qui ont pris en otage 21 touristes dans une opération commando sur une île en Malaisie. Tous les captifs sont en vie et se portent bien, affirment les autorités de Manille. Des négociations seraient en cours. Demain à Paris, le 11e congrès du Front National de Jean-Marie Le Pen s'ouvrira dans un climat plutôt désenchanté. La scission opérée par Bruno Maigret a laissé des traces. Et si Jean-Marie Le Pen est assuré d'être réélu président du Front National, chez les militants, on se sent un peu esselé, comme l'ont constaté Arnaud Boutet et Thierry Breton dans leur enquête à Lyon. Depuis des mois, ils répètent les mêmes gestes, mais se sentent de plus en plus seuls. La crise a laissé des traces. Au Front National, les militants couleurs d'affiches ne se bousculent plus. Pas se cacher, c'est évident. D'ailleurs, dans n'importe quel mouvement politique qui aurait subi la même scission que nous, il y aurait eu moins de militants. Avant la scission, le siège départemental était l'un des plus actifs. Aujourd'hui, les bureaux sont vides. 50% de militants en moins, c'est autant de cotisations qui ne rentrent plus. La fédération connaît un déficit et devra peut-être vendre ce local. Difficile dans ces conditions de préparer les élections municipales, de constituer des listes. Mais on tient à se montrer confiant en répétant que le militant égaré reviendra tôt ou tard à la maison. Je ne pense pas
que par rapport à l'analyse qu'il va faire, il puisse avoir une autre direction que la nôtre, très sincèrement. Ou alors, il faut tout remettre en question. Et ce qu'au Front National, ça, on ne peut pas le faire. L'association des retraités du Front National ne veut aucun changement politique. Les retraités constituent aujourd'hui la tranche d'âge majoritaire au sein des militants du Front. Bruno Gollnisch le sait, alors il n'hésite pas à animer leurs réunions. Ce sont des gens qui ont, je crois, du fait de leur éducation et de ce qu'ils ont vécu dans le passé, chevillé au corps, un patriotisme dont ils sentent bien qu'il est aujourd'hui menacé. Peut-être plus que l'insouciance de la jeunesse. Et puis, il y a la menace du mouvement national républicain de Bruno Maigret. À Villeurbanne, Pierre Vial prépare la bataille des municipales avec le même programme que celui du Front National. Qui est contre l'immigration, donc contre l'immigration égale Vial, contre l'immigration égale MNR, contre l'immigration égale Maigret. Le fait que, en fonction tout simplement de l'âge, Le Pen c'est le passé et Maigret c'est l'avenir. Mais dans le Rhône, plusieurs élus ont déjà claqué la porte du MNR. Ici, ce parti promettait de balayer le Front National. Il n'a fait que l'affaiblir sans jamais réussir à s'imposer. L'avenir paraît bien sombre pour l'extrême droite. Du sport, du football, il reste encore 10 jours avant la finale de la Coupe de France au Stade de France entre Nantes et Calais, mais c'est déjà l'affluence dans cette dernière ville chez les supporters calaisiens, vous le voyez, pour obtenir un billet. Alors les premiers d'entre eux sont arrivés hier soir et toute cette nuit, ils ont fait la queue pour être parmi les 5000 bénéficiaires de ces fameux billets pour la finale. Hier soir, dans ce même Stade de France, les petits, entre guillemets, Slovènes ont bien failli appliquer le théorème calaisien. Ils ont mené 2-0 avant d'être coiffés sur le poteau grâce au coup de patte, au double coup de patte de David Trezeguet. Les Bleus, champions du monde, devront en tirer des leçons. Et c'est à Roger Lemaire, le sélectionneur, de composer maintenant la liste des 22 sélectionnés pour le championnat d'Europe des Nations, championnat qui commencera le 11 juin. Commentaire Florent Gautreau. Depuis plus d'un mois, Roger Lemaire affirme qu'il a en tête la fameuse liste des 22 joueurs sélectionnés pour l'Euro 2000. La victoire remportée hier in extremis contre la Slovénie a conforté le sélectionneur dans ses choix. Il s'appuiera sur le groupe champion du monde et sur l'héritage d'Aimé Jacquet. Autour de Laurent Blanc, les anciens restent les piliers de la sélection, mais la prime aux mondialistes s'applique aussi aux plus jeunes qui ont eu la bonne idée de revenir en forme au bon moment. C'est le cas de Trezeguet, réalisateur providentiel avec les Bleus, et de Thierry Henry, le serial buteur d'Arsenal. Sauf blessure, 16 joueurs sont sûrs d'aller fouler les pelouses de Belgique et des Pays-Bas. À l'exception de Ramé, le deuxième gardien, tous les autres ont participé à l'aventure du Mondial 98. Il reste donc 6 places à prendre. 4 joueurs ont 90% de chances d'entrer dans les plans du sélectionneur. Robert Pires, pourtant très irrégulier cette année, bénéficiera sans doute de l'effet Coupe du Monde. Les autres favoris sont les Bordelais Johan Mikou et Sylvain Wiltord, qui ont séduit Roger Lemaire en quelques sélections. Lionel Letizy, lui, pourrait occuper le poste de 3e gardien. Il y aura forcément des déçus parmi ceux qui ont 30% de chances d'aller à l'Euro. Karembeu, qui ne joue jamais à Madrid, risque de devoir laisser sa place au monégasque Martin Djetou, qui peut jouer défenseur ou milieu de terrain. Tony Vérel, qui rêve de revêtir la tunique bleue en juin, a le profil parfait du remplaçant combatif. Et Stéphane Porato essaiera de convaincre le maire, malgré une saison moyenne à l'OM. Et puis il y a tous les autres, les jokers, qui devront compter sur l'absence d'un titulaire ou sur un coup de tête de Roger Lemaire. C'est le cas des 2 champions de France monégasques, Lamouchi et Djouli. Mais le plus gros point d'interrogation reste Nicolas Anelka. Il est capable de faire basculer n'importe quelle rencontre. Mais ses états d'âme madrilènes et des blessures à répétition pourraient bien l'empêcher d'intégrer cette fameuse liste qui fait tant rêver. Tennis, en Coupe Davis féminine, la Fed Cup, la France a déjà gagné sa rencontre face à la Russie. Sandrine Testud s'est imposée face à Likovetsá et Julie Allard, des QGIS que vous découvrez sur ces images, l'a emporté face à Anna Kournikova en 3-7, 6-2, 2-6, 6-1. Et demain, les Françaises seront opposées aux Australiennes. À Orsay, dans l'Essonne, se tient jusqu'à la fin de cette semaine le Festival international du film scientifique. 60 films sont présentés par autant de pays. Une grande partie de ces longs ou courts métrages ont été tournés par les scientifiques eux-mêmes. Alors ce festival a parfois toutes les apparences d'une célébration cannoise, mais les acteurs des films sont bien différents. Reportage Patrice Pellet et Bernie Mériot. Au Festival du film scientifique d'Orsay, l'ambiance ressemble à celle du Festival de Cannes. Avec cependant une petite différence. Les acteurs se laissent diriger moins facilement. David vient de faire une découverte. Une guêpe est coincée à l'intérieur de ce bout de bois et il cherche un moyen de l'en déloger. Moins payé qu'à Hollywood, mais tout aussi fascinant, le genre animal assure en grande partie le succès du film scientifique. Le plus souvent,
Les cadavres de Marcel sont découverts en décomposition. La nature du développement des larves de mouches sur les cadavres permet également de prouver les morts par overdose de cocaïne et d'héroïne. Agrandie 100 000 fois, elle se déplace à l'intérieur d'un décor pas plus grand qu'un timbre-poste. L'exploit, c'est que la caméra s'y promène comme sur un vrai plateau de cinéma. Hallucinante réunion de famille, mais par quel miracle les manchots arrivent-ils à se retrouver? La réponse est dans ce film. Le cri. Chaque manchot possède sa propre fréquence vocale. 60 films présentés, dont 20 en compétition. La science se bat pour se faire connaître. Ces images-là, il faut les défendre à tout prix et pas essayer nécessairement de faire de la pédagogie avec. De ce côté-là, il y a un vrai besoin et il faut le garder toujours. Notre civilisation a besoin d'autre chose que d'enseignement formel. La musique, par le son du verre, avec ça, on peut jouer l'opéra. Fascinante science dont les images de plus en plus nombreuses. Les images sont très belles dans ce festival, mais on peut aussi être trahi par la technique. Mais le festival est très bien à Orsay. Nous arrivons à la fin de cette édition. Je vous rappelle l'actualité concernant la première grande réussite mondiale en thérapie génique. Pour la première fois, un grave déficit immunitaire qui obligeait des bébés à vivre dans une bulle a été corrigé. Les bébés sont sortis, ils vont bien. Nous en avons parlé avec le professeur Alain Fischer, qui avec son équipe de l'hôpital Necker vient de réussir cette première mondiale publiée dans la revue Science. C'est un encouragement, notamment pour tous ceux qui ont participé au Téléthon. Dans quelques secondes, la météo avec Nathalie Riouet, puis le point route avec Valérie Maurice. Alors attention, il y a eu un record de tués la semaine dernière sur les routes pour le week-end de Pâques. Prudence donc, notamment pour les retours. Il y aura ensuite Envoyé spécial, le magazine présenté par Paul Naon, avec 2 reportages, l'un à New York, au sein d'une brigade d'élite de la police new-yorkaise, et puis l'autre à Madagascar, dans un gisement de diamants, où s'entassent 300 000 personnes. À 1h20, vous retrouverez Florence Duprat pour Dernier Journal. Demain à 13h, Carole Gessler. Et puis à 20h, Béatrice Schoenberg qui recevra Laurent Fabius. À lundi, bonsoir, merci.